poète, visuel, oral, c'est très puissant, votre voix. Je sais que vous avez commencé tôt, mais cette voix, vous l'aviez trouvée, c'était toujours dans vous, quand vous avez quel âge? Depuis quel âge? Je suis très incertaine par rapport à ça, mais je sais que c'est d'ailleurs un film qui a été fait au Apiconi, qui a été fait par Réal Junior Leblanc sur un film qui s'appelle Blocus 138, La résistance Innu, où il a filmé en fait une des dernières résistances en mars 2012 sur la Côte-Nord, d'où je viens. À la hauteur d'une communauté qui s'appelle Ouachat Magmalotenam. C'était des femmes Inuits qui avaient barré la route pour pouvoir dire que Hydro-Québec recommençait à construire des pylônes électriques sur le territoire de la réserve, alors que par 2 référendums, la communauté avait dit non à Hydro-Québec. Donc, c'est là, quand j'ai vu ce film-là, mars-avril 2012, moi, j'étais déjà en train de découvrir la poésie. Moi, je voulais devenir peintre. Je découvrais aussi le slam et je commençais à m'en écrire, mais c'est vraiment quand j'ai vu ce film-là, quand j'ai entendu le cri des femmes, en fait, à la télévision, sur le web, quand elles ont posé une simple question, qu'est-ce que je vais donner à mes enfants si mon territoire m'est pris, si je le vends, si je vends mon territoire à des compagnies, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je donne à mes enfants après ça? Et c'est là, tout a viré, tout est devenu politique, autant dans ma compréhension du monde, dans ma conception du monde, dans ma conception de la place de l'Innu, des Inuits à l'intérieur du Québec, du Canada, etc., donc des Premières Nations. Et c'est vraiment comme ça, en fait, que même en slam, en poésie, ça a vraiment pris une tournure plus politique, parce que je comprenais que finalement, si je voulais retrouver mon identité, c'était fondamentalement politique, même si on ne le veut pas. Et quand je dis retrouver mon identité, c'est parce que à l'époque, en 2012, j'étais en études en arts plastiques à Rimouski, qui est une ville au Bas-Saint-Laurent. Mais moi, j'ai grandi à Bécomo, qui est presque en face sur la Côte-Nord. Et en fait, j'ai grandi là, même si je viens de Pessamit et j'ai passé ma petite enfance à Pessamit. Et en fait, entre Pessamit et Bécomo, à force d'être en ville, j'ai fini par perdre la langue Innu. J'ai fini par ne plus la parler. Et donc, à partir de 16 ans, 17 ans, quelqu'un m'a demandé tu es amérindienne? Et j'ai dit oui. Et on m'a demandé qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Et à 16 ans, j'ai eu une première crise identitaire, mais personnelle identitaire, parce que je me rendais compte que même si j'avais des cours d'histoire à l'école, que même si, j'avais mes parents à la maison, personne ne me disait rien. On ne m'avait rien dit sur ma culture, ce que ça veut dire, sur ma langue. Et surtout, à l'école, on nous mentait sur l'histoire. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que ce chemin-là, il fallait que je le fasse par moi-même, qui a été très difficile. Mais j'ai 27 ans maintenant. Comme je dis, cette crise-là est arrivée à 16 ans. Je pense que le cri dont je parle, en fait, j'emprunte en fait même des termes à Aimé Césaire, à Fanon, à René Saint-Éloi, etc., comme quoi le cri, celui de l'opprimé, finalement vient briser, vient déstabiliser en fait l'oppresseur et l'oppression. Et donc, ce cri-là était déjà là, je crois, depuis très longtemps. Et je pense que le poids aussi des conséquences coloniales, les conséquences des pensionnats sont venus jusqu'à moi, jusqu'à ma génération, et je les portais à l'intérieur. Et enfin, même 10 ans plus tard, j'ai écrit 4 recueils de poésie, et à l'intérieur de chaque recueil, je cherche à entrer profondément à l'intérieur des racines de cette colère-là, de ce cri-là. En fait, c'est une rage, c'est aussi un mal de vivre, c'est le fondement du mal de vivre. Mais comment aussi faire en sorte que le mal de vivre ne vient pas s'emparer de nous totalement au point où on tombe complètement dans le désespoir et parfois, dans certains cas, on en meurt. Et donc, j'ai compris aussi que cette identité-là était une question de vie ou de mort. Et à partir du moment, comme je disais, je voulais devenir peintre, je voulais écrire de la poésie, et à un moment donné, je voulais faire du slam. À partir du moment où je suis devenue plus politique, grâce à ces femmes sur la route, en fait, qui ont barré les routes, qui ont pris des moyens de pression très radicaux, c'est grâce à ce cri-là d'une femme sur une autoroute que j'ai compris qu'est-ce que je devais faire
comme je parlais que français, mais je pouvais écrire en français, je maîtrisais la langue. Je voulais maîtriser la poésie. Je m'étais dit à ce moment-là, je ne suis pas capable de m'exprimer publiquement, mais je sais écrire et je pense que écrire va devenir mon outil, en fait. Et à partir de ce moment-là, les années ont passé. Je suis arrivée de Rimouski à Montréal pendant le mouvement Idle-No-More. Et c'est en faisant du slam que je participais aux manifestations dans les rues. Et c'est vraiment comme je voulais participer à cette énergie-là de notre temps, de ma génération, mais en même temps, c'est un mouvement social de toutes les générations. Et je pense justement qu'on doit connecter les différentes générations ensemble pour pouvoir s'éduquer ensemble et pouvoir faire en sorte de préparer un avenir neuf et dénué en fait de violence et de difficultés pour la prochaine, pour la jeunesse en fait, pour ceux qui viennent. C'est évident que vous avez beaucoup dans la tête et beaucoup d'émotions et beaucoup de puissance, de volonté de vouloir faire l'expression avec les mots, avec de tout cela. Une dernière petite question, c'est que il me semble que vous avez une puissance de personnalité, de volonté de faire ce que vous deviez faire. Mais vous parliez un tout petit peu aussi des difficultés, parce qu'il y a beaucoup des étapes. Alors, comment trouvez-vous, d'où trouvez-vous la force de continuer? Parce que quelquefois, vous dites aussi, vous parlez de la vie et la mort, et le désespoir, et ça nous arrive. Mais alors, quand le désespoir devient proche, que faites-vous? Où est le soutien? Où allez-vous pour trouver un soutien? En effet, ça fait dès le début donc, du mouvement Idle-No-More, je me suis impliquée socialement, donc autant en littérature que dans les arts, en culture, et finalement, je pense qu'en arrivant à Montréal, j'ai aussi établi ma place. Comme j'ai eu la chance d'avoir plusieurs collaborations, mais ça établit aussi des liens de confiance avec certaines personnes. Et donc, comme ça fait déjà 6 ans, avec le temps, j'ai compris, après avoir traversé différentes dépressions, en fait, jusqu'ici, je pensais que je n'en avais vécu qu'une seule, comme la plus récente, c'était en 2017. Mais j'ai compris qu'en fait, il y avait eu un pattern et finalement, c'était quelque chose qui revenait depuis l'adolescence, en fait. Donc, ça a des racines beaucoup plus lointaines, en fait, dans ma propre vie. Mais en fait, donc, la question à ce moment-là, pour moi, c'était comment est-ce que je casse ce cycle-là, ce retour au désespoir. Mais en fait, c'est justement comment, la vraie question, je crois, c'est quand on est sensible et qu'on voit les injustices et qu'on les ressent, et puisqu'on les a déjà vécues, comment ne pas laisser la colère complètement nous envahir. Et en fait, autant la colère est un bon carburant, autant ça peut être l'ennemi principal. Et donc, ce que j'ai appris, surtout depuis la dernière fois que je suis tombée vraiment bas, c'était de prendre les moyens de prendre soin de moi, mais aussi de comprendre qu'autour de moi, il fallait que je comprenne qui était le meilleur soutien, qui pouvait m'apporter de l'amour quand j'en avais besoin, qui pouvait m'apporter les mots, les livres, les poèmes aussi, parce que aussi, l'un de mes plus grands supports, c'est mon éditeur qui s'appelle Rodney Saint-Éloi. C'est lui qui a créé la maison Mémoire d'Encrier ici à Montréal. Il est d'origine haïtienne et en fait, c'est un lecteur justement de Césaire, Fanon, Senghor et il publie en fait toutes sortes d'auteurs de tous les horizons. Il publie des Haïtiens, des Africains, des Européens, je veux dire, et c'est une des maisons qui a le plus grand corpus d'auteurs autochtones. Donc, c'est l'un des premiers à avoir ouvert ses portes et à avoir publié des auteurs autochtones ici au Québec.
Et donc, au sein de cette maison-là, j'ai pu trouver aussi chez Rodney un père adoptif et en fait quelqu'un qui vient justement m'apporter ces mots dont j'ai besoin. Donc, parfois c'est des livres, parfois c'est justement la poésie. Surtout, je sais que la musique est très proche à la poésie. Hier soir, j'étais là à la Maison symphonique et j'écoutais comme si j'entendais un poème. Et en fait, donc quand il y avait une surprise hier soir, Jeremy Dutcher est venu interpréter une chanson avec Yo-Yo Ma et à la Maison symphonique. Et en fait, c'était une des plus grandes rencontres, je dirais, pour l'oreille à entendre en fait le chant et la musique. Et j'ai compris en fait que c'est là qu'on peut se retrouver. Et justement, je pense que dans ces relations-là que j'ai, il y a beaucoup de cette poésie, de cette musique. Et c'est à l'intérieur de ça j'ai compris qu'il faut que j'aille chercher cette énergie-là. Et parfois aussi, quand il y a des mouvements sociaux qui arrivent, mais aller sur les lieux des mouvements pour aller chercher cette énergie-là. Et donc, j'ai différentes manières que j'ai établies dans ma vie, mais c'est vraiment les principales. C'est la littérature, les arts, la musique. Merci. Félicitations. Merci tellement. Ah, c'est le fun, c'est fascinant. On va continuer avec le deuxième bloc. Le deuxième bloc, c'est un peu les visions en lien avec les technologies. Donc, j'aimerais inviter Skawanati, Jason Lewis et Karina Kesserwin à venir nous rejoindre. Oui, ils vont...